Fabrice Del Taglia est ici aujourd'hui, c'est moins parce qu'il est directeur général de Nomade Aventure, même si ça nous intéresse à certaines heures, mais c'est parce qu'il a été, ou il est encore, président de la commission de normalisation AFNOR sur la e-réputation. Il a d'ailleurs publié, je ne peux que vous inciter à le lire, il a peut-être publié d'autres choses, mais notamment une prise de position, une carte blanche dans Le Monde du 1er octobre dernier, comment faire la chasse aux faux avis de consommateurs sur Internet. Voilà, j'imagine qu'il nous dira plus sur les normes techniques. Oui, merci d'abord de m'accueillir dans cet aréopage de juristes distingués et de chercheurs, puisque je ne suis ni l'un ni l'autre. Effectivement, je suis voyagiste, si l'on peut dire, c'est-à-dire directeur d'un tour opérateur qui s'appelle Nomade Aventure et qui propose des voyages d'aventure, de randonnée, trekking, expédition à travers le monde. Rien à voir, me direz-vous, avec le sujet d'aujourd'hui. C'est en effet un peu par hasard que je me suis retrouvé à m'en occuper. En fin 2011, enfin l'année 2011 en France avait été marquée sur le sujet qui nous intéresse par une succession d'affaires touchant des sites internet publiant des avis qui avaient conduit le ministre de la Consommation de l'époque à s'en saisir et à demander des poursuites contre un certain nombre. Quelques acteurs ont alors sollicité l'AFNOR, donc l'Association française de normalisation, pour proposer de travailler sur l'élaboration d'une norme volontaire pour réguler le domaine des avis de consommateurs en ligne. Et à ce moment-là, comme mon entreprise publie sur son site les avis de nos propres clients et qu'on le faisait depuis des années de façon qu'on estimait vertueuse, nous nous sommes impliqués dans ce travail. Donc concrètement, ce travail de normalisation, c'est-à-dire de création d'une norme sur ce sujet, a duré de début 2012 à mi-2013. Il a été fait en un temps assez court, avec un travail assez intensif. Il a réuni la Nomade 43, je crois, organisations de toute nature, c'est-à-dire entreprises, bien sûr, collectant des avis, publiant des avis, entreprises intermédiaires ou utilisatrices, mais aussi associations de consommateurs, syndicats professionnels et autorités aussi de l'État, représentants de la direction de la concurrence, par exemple, le ministère du Tourisme, etc. C'est d'ailleurs le propre et l'un des intérêts du processus de normalisation, enfin de la voie normative, que d'émaner des professionnels, ou en tout cas des parties prenantes qui sont concernées par un problème, de les réunir en essayant d'avoir une représentativité, sinon parfaite, en tout cas la plus large possible, de tous ceux qui sont concernés. Davantage peut-être que la manière dont ça se passe dans le cadre de l'élaboration d'une loi, comme j'ai malheureusement pu m'en rendre compte quand on est passé à l'élaboration de la loi pour une République numérique, et surtout d'essayer de travailler au travers de la recherche d'un consensus, c'est-à-dire non pas du compromis ou simplement d'une majorité, mais d'essayer de trouver des positions qui ne rencontrent pas d'opposition forte d'une partie prenante significative. Alors, c'est dans le cadre des travaux, c'est parfois difficile à évaluer. C'est notamment le rôle du président de la commission. Je n'étais pas le président de la première, je suis le président de la commission actuelle, mais d'essayer de voir si effectivement les oppositions, les nuances, etc., sont majeures ou pas, ce qui est un peu subjectif, et si elles émanent d'une partie isolée ou d'une partie prenante très significative. Mais néanmoins, à la fin, quand on arrive à ce processus, on arrive quand même avec une cinquantaine d'organisations représentant des intérêts pourtant très différents qui disent oui, globalement, ce texte nous va. L'intérêt aussi à l'époque de choisir la voie de la norme, il était aussi d'être plus réactif, plus rapide que la voie légale qui promettait d'être longue. Et puis aussi, tout simplement, et ça c'est un des gros problèmes qu'on a en France, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais de ne pas contribuer à l'inflation de lois, à l'inflation réglementaire. Récemment, le Conseil d'État en France a fustigé l'inflation délirante de lois et règlements qui existent en France. Mais il est vrai que c'est peut-être aussi dû à une insuffisance de l'autorégulation. C'était d'ailleurs l'objet, enfin l'un des objets en tout cas principaux de l'article que j'avais écrit. Par ailleurs, ça induit une démarche, la voie normative induit en principe, et c'est là le problème que nous avons fini par rencontrer sur les avis en ligne, induit en principe une démarche vertueuse, c'est-à-dire sans caractère obligatoire aucun,
Les bons acteurs, c'est-à-dire ceux qui se rendent conformes à la norme de façon volontaire, sont favorisés puisqu'ils augmentent la confiance de leurs clients, on va dire, quels qu'ils soient, de leurs interlocuteurs, clients, consommateurs, pouvoir public. Et ils augmentent la confiance. Et les moins bons acteurs, au contraire, ceux qui ne font pas l'effort de se rendre conformes à la norme, sont en principe marginalisés. Tout ça, en tout cas, dans un monde idéal. Alors comment avons-nous, parce qu'évidemment ça a des limites, comment avons-nous travaillé? D'abord, il s'est agi de cerner le sujet, parce que toute l'attention des médias et des pouvoirs publics à l'époque, et encore malheureusement un peu trop aujourd'hui, était focalisée par la seule question des faux avis. Comme Christophe l'a évoqué, c'est pourtant loin d'être la seule mauvaise pratique qui existe en matière d'avis en ligne et de confiance et de réputation en ligne de façon générale. Et en particulier les faux avis positifs, c'est-à-dire les faux avis postés par des entreprises sur leurs propres services, et généralement au travers d'intermédiaires qu'ils payent quelques euros, souvent à l'étranger ou parfois dans leur propre pays, pour poster des avis positifs afin de booster leur propre réputation en ligne. Parce qu'effectivement, dans le discours optimiste, pour ne pas dire angélique, de la première interlocutrice de TED, effectivement, on semble oublier que le problème de ces systèmes de réputation, c'est qu'ils sont aussi détournés par tous les acteurs en présence d'ailleurs, particulièrement les entreprises, mais aussi parfois les consommateurs eux-mêmes. Et c'est bien à nouveau là-dessus qu'il faut réagir, c'est-à-dire si on veut que ce système de confiance théoriquement vertueux continue d'exister, alors il faut combattre les abus et redonner de la confiance à ce système de confiance, en quelque sorte, une confiance au carré, si on peut dire. Elle a juste évoqué les cas d'abus de la confiance distribuée. C'est précisément tout le sujet que nous essayons de traiter dans cette norme, puis dans la loi pour une République numérique. Alors ces cas d'abus, justement, ils ne se résument pas aux faux avis positifs. Il y a également la pratique des faux avis négatifs, comme Christophe l'a évoqué. Alors ils sont beaucoup moins nombreux. Ils émanent par définition en général de concurrents, généralement dans le commerce de proximité, particulièrement les hôtels et restaurants. C'est l'hôtel d'en face qui veut avoir toutes les réservations possibles sur Booking ou sur hotel.com et qui va poster un faux avis sur son confrère pour le critiquer. Évidemment, on pourrait se dire que fondamentalement, ça relève de l'autorégulation dans un secteur d'activité donné, parce que la plupart des gens appartiennent au même secteur, bien sûr, ils ont intérêt à le faire, mais c'est à traiter de façon plus large. Même si les acteurs de ce secteur souvent s'en prennent plutôt aux plateformes qu'à eux-mêmes. C'est le problème qu'on a rencontré. Les syndicats hôteliers, par exemple, particulièrement actifs en France dans cette commission de normalisation et en termes de lobbying auprès du législateur pour la loi pour une République numérique, sont toujours pris à la manière de fonctionner des plateformes d'avis, sans que jamais ou presque je ne les entende faire l'autocritique des pratiques de leurs propres membres. Puisque toutes ces pratiques étaient émanées de leurs propres membres, en fait, membres de leur propre syndicat. Autre catégorie de mauvaises pratiques, très insidieuses, parce que presque indétectables, c'est le rejet abusif de vrais avis ou la modification de son contenu. C'est-à-dire l'entreprise, notamment si c'est l'entreprise qui est elle-même évaluée et qui modère ses propres avis, rejette un avis de quelqu'un qui est réellement son consommateur, mais qui ne lui convient pas, parce que notamment il est négatif, ou qu'il fait état de choses qu'elle estime subjectives, à tort ou à raison, ou alors elle corrige un peu son contenu pour le rendre plus acceptable. Alors des fois, ça part d'un bon sentiment, si j'ose dire, corriger les fautes d'orthographe pour l'image du site ou l'image du consommateur, mais évidemment, de la correction des fautes d'orthographe à la modification du sens d'une phrase, il y a un pas qui est facilement franchi. Autre pratique, alors ça c'est difficile à détecter par définition parce que le consommateur qui arrive sur le site ne sait pas quels avis manquent. Par définition, il voit que ceux qui ont été publiés, il ne sait pas ceux qui n'ont pas été ou ceux qui ont été dépubliés. Autre mauvaise pratique, le classement trompeur des avis. Les internautes n'ont pas 1 heure à consacrer à lire tous les avis. Par conséquent, ils s'arrêtent généralement au premier, aux 5 ou 10 premiers, donc à la première page, par exemple, si les avis s'étalent sur plusieurs pages. Donc évidemment, selon la manière dont vous les classez, vous influencez très fortement la vision du consommateur.
Nomade Aventure appartient à un groupe de plusieurs tour opérateurs dans lequel l'un de mes confrères classait jusqu'à il y a très peu de temps ses avis du plus positif au moins positif. Ses avis sur ses propres voyages. Hein. Et il m'expliquait que c'était très bien pour le consommateur, parce que comme ça, il avait qu'à aller à la dernière page pour voir tous les avis négatifs, ce qui était plus facile que sur mon site où on est classé par ordre d'arrivée. Oui, bien sûr, enfin, ils ne l'ont pas fait pour ça, bien sûr, ils l'ont fait pour l'inverse, parce que la minorité des clients qui vont à la dernière page, ils sont beaucoup moins nombreux que ceux qui se contentaient de la première page et de ne voir que des avis positifs, sans savoir qu'en fait, c'était classé comme ça. Donc le classement, et il y a toutes sortes d'autres classements possibles, donne une vision différente du produit. Il y a également les règles différentes de modération selon la teneur de la vie. Dans le secteur des avis en ligne, il y a des sociétés qui s'occupent de tout, et puis il y en a d'autres qui sont simplement des intermédiaires. Parmi les grands intermédiaires européens, il y avait un intermédiaire qui, pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il travaille avec nous sur cette norme, quand il recevait un avis négatif, ne le publiait pas tout de suite, mais prenait contact avec le client pour dire « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Enfin, entamer une procédure de SAV en quelque sorte. Alors ça paraît très très bien, mais en fait, tant que le client n'avait pas terminé sa procédure de SAV, son avis n'était pas publié, ce qui évidemment conduit non seulement à différer, mais en fait à publier mon avis négatif, parce que tout le monde ne va pas jusqu'au bout de la démarche parce qu'il n'est pas totalement satisfait du produit. Donc c'est insidieux, ça part souvent d'une plus ou moins bonne foi sur le bénéfice à apporter au consommateur, mais ça conduit indubitablement à modifier la réputation, enfin l'image donnée du produit ou service évalué. Et enfin, bon, je ne vais pas toutes les citer, mais Christophe l'a évoqué, les règles de calcul de la note globale, qui est souvent aussi importante aujourd'hui que les textes des avis eux-mêmes, sont là aussi une source inépuisable de créativité pour ceux qui veulent donner une image plus ou moins favorable. Alors d'abord, effectivement, la note, il peut s'agir de la pondération des avis en fonction de différents critères, effectivement, pondérer plus largement des avis plus récents. Ça paraît plutôt intelligent, mais ça a des inconvénients. Pondérer plus fortement des avis considérés comme utiles par les autres internautes, etc., etc., tous les exemples que tu as cités. Mais il y a aussi la possibilité de créer une note globale à partir de notes partielles. C'est-à-dire, alors que l'internaute n'avait pas donné une note globale au service, on va en générer une à partir des notes qu'il avait attribuées à chacune des composantes du service. Si je prends un exemple dans mon secteur d'activité, j'interroge mes clients sur, je les interroge d'une façon globale, mais je les interroge aussi sur, c'est-à-dire, est-ce que vous avez été satisfait du voyage? Mais ensuite, on dit, bon, est-ce que vous avez été satisfait de l'avion, de l'itinéraire, du guide, etc. Je pourrais parfaitement créer une note globale qui soit une composante de l'avion, le guide, etc. Mais sachant que la moitié de nos problèmes sont dus aux compagnies aériennes, si je minore le poids de la question de l'avion, je vais mécaniquement gonfler énormément l'évaluation globale. Et tout ça est très difficile à voir par l'internaute, parce que, du moins s'il n'y a pas de transparence dans les modes de calcul mis en œuvre. Ce que nous avons fait donc, pendant 1 an et demi dans ce travail de normalisation, c'est essayer de mettre à plat justement toutes les mauvaises pratiques que nous connaissions, certains pour les pratiquer ou les avoir pratiquées, ou pour les connaître chez d'autres, essayer de les classer et de les traiter de façon la plus complète possible, pas de la façon la plus parfaite, parce qu'il fallait trouver effectivement un compromis entre des intérêts pas forcément convergents, par exemple un compromis entre mettre le plus de contrôle possible, ce qui élève normalement la qualité de la vie, et ne pas en mettre non plus trop, parce que plus on en met, plus on met de barrières, et moins on collecte d'avis. Et là, d'ailleurs, se trouvent les deux grands camps, on va dire, dans le domaine. Ceux qui considèrent que plus le volume d'avis est important, plus on résout tous les problèmes, parce que finalement, les mauvaises pratiques sont noyées dans la masse. Et ceux qui considèrent que ça ne peut pas se réduire à ça, il faut certes ne pas empêcher le volume le plus élevé possible, mais mettre quand même un certain nombre de contrôles et de filtres en amont. Et donc, il s'est agi de trouver un équilibre. Donc, d'abord, l'organisation du process qui conduit à avoir des avis en ligne en 3 phases
collecte, modération et publication. Et c'était d'abord quelque chose qui n'était pas évident et qui maintenant est repris effectivement dans le projet de directive européenne, dans la loi française, enfin en tout cas dans les mots, c'est repris là-dedans, etc. C'est devenu un standard de considérer qu'il y a 3 sujets à regarder. Et ensuite, à l'intérieur de ces 3 grands domaines, d'essayer d'adresser toutes les mauvaises pratiques existantes. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Au bout d'un an et demi, la norme a été publiée mi-2013. Après une consultation publique qui avait aussi connu un grand engouement, puisque plusieurs centaines de commentaires, c'est-à-dire de propositions, il y a une enquête publique, quand on a fini de faire une norme avant qu'elle soit publiée, promulguée. Et dans le cadre de cette enquête publique, en France, plusieurs centaines de commentaires avaient été émis par des organisations, des particuliers, etc. Donc ont dû être lus, traités, envisagés et intégrés éventuellement à la norme. Mais ce qui, pour la FNOR, était un étonnant succès, qui montrait l'importance du sujet pour tout le monde. Au moment de sa publication, cette norme a d'ailleurs eu beaucoup de retombées médiatiques, un nombre inhabituel pour une norme AFNOR un peu technique, parce qu'elle fait 24 pages, bon, pas forcément toujours très bien écrite, il faut bien le reconnaître. Donc ça correspondait à un véritable besoin. Dans la foulée, on a mené un travail pour la rendre certifiante, c'est-à-dire pour élaborer le référentiel de certification permettant à un organisme extérieur de certifier qu'un site applique la norme. Parce que dans un premier temps, mais c'est encore le cas aujourd'hui, vous pouvez parfaitement vous auto-déclarer conforme à une norme AFNOR. C'est un texte public, enfin il n'a pas tout à fait un statut public, mais il devrait l'avoir d'ailleurs, mais c'est un texte, on va dire, public, dont chacun peut s'emparer en l'achetant 50 € sur le site de la FNOR, le lire et dire si mon site est conforme, je peux publier sur mon site. Voilà, mon site est conforme à la norme AFNOR NF Z74501. Alors c'est pas très sexy parce que vous n'avez pas le droit d'utiliser le logo NF, ni AFNOR, ni rien du tout, mais enfin vous avez parfaitement le droit de le dire. Combien d'entreprises l'ont fait, se sont auto-déclarées conformes? Personne n'en sait rien parce que, par définition, comme on s'auto-déclare, on le déclare à personne en particulier. Les seuls qui le savent peut-être sont la direction de la concurrence en France qui, dans la foulée, ont dû se lancer à la recherche et à la traque de tous ceux qui s'auto-déclaraient conformes à tort. Et qui se faisaient de la publicité à bon compte sans avoir appliqué toutes les obligations de la norme. Mais il nous paraissait quand même indispensable qu'on puisse se faire contrôler et certifier conforme. Et donc on a établi un référentiel de certification qui, tout en suivant le texte bien sûr, permet à un auditeur extérieur, en une journée ou deux, de cibler les points sensibles et ceux qui sont aisément vérifiables en venant dans l'entreprise, en regardant comment se passent les process, etc., y compris les process informatiques, évidemment, mais aussi d'organisation interne. Et là, ça donne déjà un indice du succès plus mitigé de l'entreprise, puisque finalement, aujourd'hui, 3 ans plus tard même, on est une vingtaine d'entreprises en France à être certifiées conformes à la norme. Seulement, parce qu'il y a des dizaines de milliers de sites qui publient des avis en ligne. Et parmi cette vingtaine d'entreprises, mis à part Nomade, vous avez uniquement dans les grandes entreprises, on va dire, les gros sites, celui des Pages Jaunes, celui de Citroën ou celui d'Engie, le distributeur français du gaz. Et puis quelques petites boîtes. Donc aucun grand e-commerçant français, aucun acteur du tourisme, par exemple, qui est un des secteurs les plus, à part nous, on est tout petit, un des secteurs les plus concernés par ce secteur, aucun acteur de l'économie collaborative. Alors, les raisons, on va dire, de ce succès mitigé sont diverses. Elles sont parfois légitimes et parfois peut-être un peu moins. Alors, d'abord, l'une des premières raisons dont on avait parfaitement confiance, c'est qu'on a fait une norme française sur un sujet, le web, qui est forcément global et mondialisé. Donc pour les acteurs les plus significatifs, se rendre conforme à une norme française alors que leur clientèle est mondiale, c'était éventuellement un effort, quand ça représentait un effort, disproportionné par rapport à l'impact potentiel. C'est pour ça d'ailleurs que quasiment dans la foulée, on a entrepris, comme le disait Christophe, d'en faire une norme internationale et que quelques mois après, on a proposé à l'ISO,
de normalisation internationale, d'en faire un sujet de travail, ce qui a été adopté. Donc cette objection, on va dire, est relativement fondée, en tout cas pour les acteurs véritablement internationaux. Deuxième catégorie d'objection, certaines exigences. Par exemple, les hôteliers français, pour revenir à eux, avaient obtenu in extremis que la norme dise qu'il y avait un délai pas de prescription, mais un délai de validité des avis de seulement 2 ans uniquement pour le secteur de l'hôtellerie. C'est-à-dire au bout de 2 ans, il ne doit plus compter dans la note en disant notre service il change constamment, donc forcément au bout de 2 ans, un avis est trop vieux pour être encore pris en compte dans la note. Bon, on peut trouver ça bien. Le problème, c'est que cette seule exigence fait que les sites recueillant des avis sur les hôtels n'ont pas voulu se rendre conformes à la norme, parce que ce n'était pas leur point de vue, tout simplement. Et eux, ils cherchent plus de volume, ils estiment que 2 ans, pourquoi 2 ans? Ça peut être aussi bien 5 que 6 mois si l'hôtel a changé, etc. Et que c'était arbitraire. Donc parfois, certaines exigences ponctuelles peuvent avoir mis une après l'autre des freins à tel ou tel acteur. Après, d'une façon encore plus générale, certains acteurs n'ont envie d'aucune contrainte particulière dans leur système d'avis. On a évoqué toutes les innovations que font constamment Amazon, etc. Mais c'est aussi le cas des entreprises françaises. Elles veulent changer leur système d'avis de façon tout à fait libre, notamment parce qu'ils en font pour certains un atout différenciateur et que, bien sûr, la normalisation conduit à normaliser, à normer, à homogénéiser, même si c'est à minima, à homogénéiser les pratiques. Donc il y a parfois un rejet sur le principe même de la normalisation. C'est particulièrement le cas, je pense, des sociétés du secteur collaboratif. J'ai proposé à Blablacar, j'ai écrit un mail au PDG de Blablacar pour lui dire « Vous mettez en avant les avis, ça semble capital dans votre business. D'ailleurs, ils sont tout en haut de la page, etc. Rejoignez-nous pour contribuer à la norme internationale, etc. » Il n'a pas pris la peine de nous répondre, mais je crois que dans l'idée, c'est, même si c'est très important pour lui, ils veulent pouvoir continuer à faire absolument ce qu'ils veulent en la matière. Ça ne veut pas dire qu'ils font mal, d'ailleurs, hein, ni qu'ils n'évoluent pas. D'ailleurs, tu disais, Christophe, qu'effectivement, l'une des lacunes d'Airbnb, c'est la notation symétrique, et que ça conduisait à ce que tu disais, mais eux-mêmes ont pris conscience de ce problème et l'ont arrêté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une notation symétrique, mais elle ne conditionne pas la publication de l'avis. Chacun des deux évalue l'autre, certes, mais sans savoir ce que l'autre a écrit. Et au bout de 2 semaines, l'avis est publié de toute façon. Donc ils sont conscients, ils sont souvent conscients quand même des risques encourus, mais ils veulent justement pouvoir le gérer comme ils l'entendent. Bon, et accessoirement, effectivement, le coût de la certification pour les plus petites entreprises qui auraient pu vouloir se faire certifier. Donc, en parallèle, il s'est passé depuis 3 ans 2 choses. D'une part, effectivement, un travail pour en faire une norme internationale, une norme donc ISO, auquel nous contribuons depuis tout ce temps-là avec Christophe et qui n'est pas encore fini, puisqu'on espère publier la norme début 2018 en principe. On a repris le texte français, on traduit en anglais, on repasse tout en revue avec les délégations des différents pays concernés. Parmi ces pays, il manque par exemple les États-Unis, ce qui est frappant, qui ont voté contre le projet. Alors c'est à la fois un problème, puisque évidemment une bonne partie des entreprises les plus concernées sont américaines, mais ça reflète aussi la volonté des grandes entreprises américaines du secteur de ne pas se conformer à un système extérieur qu'ils auraient discuté avec d'autres entreprises ou d'autres parties prenantes, mais de continuer à faire absolument comme ils veulent. Même si, par ailleurs, ayant voté contre, ils ne peuvent pas participer à nos travaux, donc ils font de l'entrisme dans d'autres commissions nationales pour clairement, sinon saboter, en tout cas diminuer le plus possible le niveau d'exigence qu'il y aura dans la norme. TripAdvisor, entreprise américaine, participe à la commission anglaise pour l'influencer. Une entreprise danoise de collecte d'avis qui a voté, le Danemark a voté contre, participe également à la commission anglaise qui a tendance à accueillir tout le monde. Et donc on voit dans la commission, Christophe, tu t'en souviens, la poursuite d'un travail de lobbying dont l'objectif est de diminuer le niveau de contrainte
pour effectivement avoir une norme plus soft, même eu des tentatives pour en faire une norme juste de bonne pratique et pas d'exigence. À la dernière réunion, de supprimer toute obligation quant à la modération, c'est-à-dire au contrôle des avis intermédiaires. Bref, on voit des trucs étonnants, mais donc c'est quand même un sujet encore sensible. Donc travail de normalisation d'un côté et néanmoins un travail législatif de l'autre, puisque le législateur en France a fini par s'emparer du sujet. Je dis a fini parce que ça fait plusieurs fois que ça aurait pu être le cas. Finalement, la première loi qui traitait du secteur numérique en France s'appelait Loi pour la confiance dans l'économie numérique, il y a une quinzaine d'années, mais la confiance dans la réputation était totalement absente du sujet. À l'époque, la problématique de la confiance, c'était la confiance sur les paiements ou la confiance sur la protection des données. Ce n'était pas du tout la confiance sur l'image donnée des produits ou services et la confiance sur la réputation. Il y a 3 ans, il y avait une première tentative pour introduire, au travers d'un amendement sur la loi sur la consommation, un aspect sur les avis en ligne. Le gouvernement, alors, l'avait écarté en disant, d'un côté, que la norme française, parce que ce projet d'amendement aurait fait référence à la norme française, n'était pas assez stricte, alors que finalement, on voit à l'expérience qu'elle est peut-être trop pour que, justement, beaucoup d'entreprises veulent s'y conformer. Mais aussi, et ça introduira comme ça au sujet suivant, mais aussi que finalement, ça servait, c'était pas absolument indispensable, parce qu'il existait déjà la pratique commerciale trompeuse, et que sous le chef de pratique commerciale trompeuse, on pouvait déjà réprimer toutes les mauvaises pratiques que nous pointions. Ce qui est peut-être théoriquement vrai, mais paraît particulièrement difficile parce que ça nécessite quand même que l'inspecteur de la DGCCRF évalue jusqu'à quel point telle ou telle pratique, qu'il faut déjà détecter, pour la plupart elles sont difficiles à détecter, est de nature à tromper ou pas le consommateur. Est-ce qu'un calcul de notes fait de façon telle ou telle avec des pondérations trompe ou au contraire donne une image plus juste? C'est compliqué. Il a fallu des débats à dizaines de professionnels pour déterminer si c'était plus trompeur que, au contraire, objectif. Mais effectivement, à l'époque, c'était bon, vous n'avez qu'à vous servir de la pratique commerciale trompeuse. Bon, évidemment, ils ont vu les limites de ça, donc ils ont introduit dans la loi pour une république numérique qui a été votée définitivement en septembre dernier, un court article sur les avis en ligne qui peut paraître donc être un premier pas positif visant à pallier les lacunes des professionnels qui n'ont pas été assez nombreux à rentrer dans le processus d'autorégulation, mais qui pose quand même un certain nombre de problèmes, voire de risques, parce que le niveau d'exigence de cet article étant assez faible, je pense que je dis dans l'article, on peut craindre que du coup la majorité des sites puissent dire je suis conforme à cet article de loi, donc je suis vertueux, alors même que finalement ça ne les engage quand même globalement pas à grand-chose. C'est pourquoi je continue de regretter que l'autorégulation n'ait pas été davantage adoptée par tous les acteurs de l'économie numérique, notamment dans notre pays, mais aussi demain ailleurs. Puisque tout en ne faisant pas courir de risque de ne pas respecter cette loi, on aurait élevé le niveau qualitatif. Accessoirement, aujourd'hui en France, on est en pleine campagne présidentielle et beaucoup de candidats font vraiment haro sur les normes. Ils oublient de préciser, même si je sais bien qu'ils le savent, ou j'espère qu'ils le savent, mais ils oublient de préciser pour le grand public qu'il s'agit là des normes qu'ils ont rendues d'application impérative, normes qui sont rentrées dans la loi. Or, ils devraient dire, à mon sens, effectivement, diminuons peut-être le nombre de normes d'application impérative, mais favorisons véritablement l'autorégulation par la voie de la norme volontaire. Par exemple en refinançant la FNOR, qui aujourd'hui ne vit plus du tout sur fonds publics, ce qui crée des biais quand même dans la constitution des commissions de normalisation, puisque les entreprises, pour participer, pour apporter leur contribution, doivent payer, ce qui peut paraître paradoxal, alors qu'ils font ce travail pour la collectivité. Et d'autres éventuellement caractères incitatifs qu'on pourrait imaginer pour favoriser l'autorégulation, par exemple introduire dans des lois des présomptions de conformité à des articles de loi si on est par ailleurs conforme à une norme, etc. etc. Voilà, en gros, en quelques mots, je ne sais pas si je n'ai pas été trop long non plus, mais ce que je pouvais dire à ce sujet-là, même si je ne suis pas rentré dans le détail du contenu de la norme.